Récits, le podcast qui résonne, ou comment nos histoires et nos récits nourrissent notre imaginaire et notre trajectoire. Récits, un podcast créé, produit et présenté par Sophie Mauriac et Olivier Mardy. Réalisation et création sonore, Paul-Éric Rouvière. Laetitia Masson, c'est drôle, c'était la femme de mon éditeur adoré, Jean-Marc Robert. Ça nourrit mon imaginaire. Ouais. Aujourd'hui, nous accueillons Laurence Tardieu, auteure. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors Laurence, pouvez-vous nous dire quelles sont les histoires, les récits, les images qui vous ont nourri et qui ont nourri votre imaginaire ? En fait, il y a à la fois certainement les textes qui ont nourri très profondément mon imaginaire, et je vais y venir, mais il y a aussi en effet des images, vous avez prononcé le mot. Alors moi, je suis née à Marseille. Je n'y suis pas restée très longtemps. J'ai quitté Marseille, j'avais un peu moins de 6 ans. Mais je suis persuadée que la splendeur méditerranéenne, la splendeur de la lumière, la mer, ont nourri très profondément quelque chose en moi qui aujourd'hui nourrit mon travail d'auteur. Évidemment de manière directe, parce que parfois il y a eu dans mes livres des scènes de mer, de nage dans la mer, mais même de manière indirecte dans la recherche d'une forme de limpidité. Parce que la limpidité, c'est ce que je ressens lorsque je suis justement en train de nager, de faire corps avec la mer qui m'enveloppe, de faire corps avec le monde, d'être là en fait, tout simplement, d'être là, de me sentir vivante. Et voilà, je suis heureuse de commencer ce podcast en vous parlant de ça, parce que je pense qu'au fond, c'est quelque chose de très presque archaïque, en tout cas qui est très profondément en moi, dans mon corps, qui fait partie de mon identité. Après, si j'en reviens un peu plus au texte, ça me paraît assez juste de commencer par les premiers textes, les premières images, les premiers récits. Qui a été très important pour moi, toute petite, ce sont les contes que j'ai lus. Donc j'ai appris à lire comme presque tous les enfants, je sais pas, vers 5-6 ans. Et tout de suite, j'ai eu un amour fou de la lecture. Ça comptait terriblement pour moi. J'ai beaucoup d'images comme ça de moi en train de lire, souvent en cachette, dans mon lit le soir ou le matin. J'étais en cachette parce que chez moi, les règles étaient très strictes. Les choses étaient très... il y avait ce qu'on avait le droit de faire et ce qu'on n'avait pas le droit de faire. J'évoluais comme ça dans un univers assez corseté, dont j'avais évidemment pas conscience, puisque j'étais une enfant, donc j'étais dans ce que j'étais. Mais dès que j'ai appris à lire, j'allais beaucoup à la bibliothèque à côté de chez moi, et j'ai commencé à emprunter des contes. Vous voyez, donc les contes du monde entier, il n'y avait pas seulement les contes de Grimm, de Perrault, mais les contes de Mongolie, les contes de Russie, les contes du Tibet, les contes... Et en fait, ça a été très très important. Je suis sûre que c'est pareil, non seulement ça m'a nourri, mais ça a façonné une part de mon identité. Parce que ces contes, finalement, c'était extraordinaire de lire. J'étais dans mon lit, donc dans cette petite chambre où ça rigolait pas beaucoup autour. Et là, en lisant, tout à coup, le monde devenait très large. Il devenait plein de possibles. En plus, les contes, ce sont souvent des personnages qui, à un moment, sont confrontés à une épreuve qui paraît impossible à dépasser. Et il faut la traverser, cette épreuve. On ne l'évite pas, on la traverse. Parfois, quelque chose qui surgit là du chemin et qui nous aide à... Je dis qui nous, vous voyez, parce que je suis déjà à nouveau à la place du héros de mes contes. Mais voilà, je trouvais qu'il y a toujours ce même mouvement finalement, en général, dans ces contes, un énorme obstacle qui se dresse en travers du chemin, et il faut y aller, et à la fin, souvent, ça se finit bien, mais c'était aussi cette idée de traverser d'un parcours, de quelque chose de très très difficile, et que la vie finalement, à un moment... vous permettait d'aller puiser à la fois en vous et à l'extérieur de quoi faire face à cette épreuve.
Je le dis d'autant plus que j'ai dû traverser une très grande épreuve ces 2 dernières années, puisque mon fils a eu un cancer, et je suis sûre qu'il restait en moi des traces de ces contes. Là, je vous parle de ma vie, mais ma vie et l'écriture sont intimement liées. Donc, les contes, c'était aussi, c'était pas seulement la traversée d'une épreuve. Je crois que c'était aussi le sentiment du beau, de la beauté, la féerie. Mais par exemple, me vient en tête ce conte dont je me rappelle plus exactement le titre, mais c'était Le Rossignol et l'Empereur ou quelque chose comme ça. Et ce Rossignol qui chantait si merveilleusement bien et qui permettait à un moment à l'Empereur qui était en train d'agoniser de revenir à la vie. Enfin voilà, c'est ce sentiment qu'à un moment, le beau, la beauté, peut vous donner une force, une force terrible. Donc ça a inscrit ça en moi aussi. En fait, ces contes, effectivement, ont nourri votre imaginaire. Ouais. Vous dites qu'ils l'ont élargi. Comme vous Ouais. avez dit, je vous ai entendu dire que l'écriture vous élargit. Oui. Vous élargit, Ah oui. d'ailleurs, au quotidien. Y a-t-il aussi d'autres formes d'expression, d'art, de création qui vous permettent de nourrir cet imaginaire et de vous élargir? Alors ça, voilà. En fait, ça s'est fait comme au fur et à mesure d'un chemin, de mon chemin de vie et de mon chemin d'écrivain. Je me suis aperçue que j'avais de plus en plus besoin justement des autres formes artistiques. C'est quelque chose qui compte énormément pour moi et que je compte justement de plus en plus. J'ai de plus en plus envie de le déployer dans ma vie et dans ma vie d'auteur. Donc la danse compte énormément pour moi. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais enfant, adolescente, jusqu'à mes 20 ans. Et au fond, j'avais alors ça aussi, ça faisait partie de mes rêves. J'aurais rêvé être danseuse. Vraiment, c'était... Mais alors chez moi, il n'était absolument pas question même que je formule à voix haute une fois ce rêve. Donc c'est quelque chose qui restait en moi, mais j'adorais danser. Et j'aime encore plus aujourd'hui danser, je crois, vraiment. Je trouve que c'est une expression de la liberté, de la singularité du corps, de sa vulnérabilité, de sa puissance. Ça me bouleverse. Enfin, moi, il m'arrive souvent de pleurer en regardant des spectacles de danse. Parce que ça me bouleverse. Et pour moi, ça dit quelque chose de manière la plus immédiate de ce que c'est qu'être humain. De tomber, de se relever. Rien que ça. Tomber, puis se relever. Parfois tomber et rester à terre et ne pas arriver tout de suite à se relever. C'est ça aussi, danser. Finalement, une allégorie de la vie, ce que c'est que vivre. Ça me met en image, en vision, de manière très incarnée, ce que j'essaye, moi, de trouver par les mots. Mais de toute façon, dans mon travail d'écrivain, finalement, j'ai à disposition des mots, mais justement, ce que je cherche à faire, c'est très vite ne plus être dans les mots, mais être dans le corps. Dans le corps, être dans une écriture incarnée. Que les mots deviennent de la chair, du sang. C'est vraiment ça. Parce que c'est ça qui va permettre à un moment au lecteur de ressentir quelque chose. De ressentir quelque chose et de ressentir un écho peut-être à ce que lui-même a vécu ou vit ou traverse. Donc voilà, ces images de corps sur scène, de spectacle, nourrissent évidemment, parce que je les convoque pas directement, vous voyez, quand je suis en train d'écrire, mais elles sont là en moi. Et elles m'aident à être au plus juste de ce que je tente d'exprimer. Quand un de mes personnages, justement, lui-même traverse quelque chose qui le fait tomber et peut-être essayer de se relever, etc. Donc la danse, je pourrais parler au même niveau de la danse, de la musique. La musique compte énormément pour moi. J'ai eu la chance d'apprendre le piano très jeune et de faire beaucoup de piano. J'en ai fait vraiment beaucoup, pareil, jusqu'à mes 20 ans. La musique, évidemment, c'est totalement immatériel pour le coup. C'est peut-être à l'opposé de la danse, en fait. Mais ça va chercher, en tout cas en moi, de manière immédiate, sans les mettre aux mots, justement, des émotions très très grandes. Donc de la même manière que je peux pleurer en regardant un spectacle de danse, je pleure beaucoup en écoutant de la musique. Ça provoque des émotions très très intenses chez moi. Et c'est évident que ça nourrit mon travail. C'est évident. Par contre, quand j'écris, je travaille en silence. J'ai beaucoup besoin de silence. Je me souviens que quand j'étais beaucoup plus jeune, avant de commencer à publier,
Et j'écrivais déjà pourtant, mais en fait, je rêvais au fond de moi d'être compositeur. Je trouvais que pour moi, c'était le summum, quoi. J'ai une admiration vraiment sans limite pour les gens qui comptent. D'ailleurs, évidemment, la littérature, c'est la musique, c'est un son. Les notes, je ne sais pas créer de musique, mais je crois qu'au fond, quand j'écris, j'essaye de retrouver la musique. Lorsqu'on lit un livre, on entend ou pas un son. C'est le son qui compte. Bien au-delà des mots, et c'est le son qui reste. C'est lui qui reste en nous après. C'est pas l'histoire. D'ailleurs, moi, j'oublie. Vous voyez, vous me posiez la question des contes, j'oublie toutes les histoires. Il n'y a rien qui reste. Pareil pour le cinéma. Alors que j'aime beaucoup le cinéma. D'ailleurs, j'en parlerai peut-être après. Mais j'oublie les histoires. Ça glisse sur moi. Mais en revanche, le grain d'un texte, le son d'un texte, c'est ça qui me reste et qui me bouleverse ou pas. Donc je pense que cet amour que j'ai pour la musique, en fait, je l'ai détourné, je l'ai transformé dans mon travail d'écrivain. Et c'est vraiment quand je travaille, parce que je retravaille beaucoup mes textes, et c'est toujours ce que je recherche, c'est d'être dans un son qui soit le plus proche de mon son à moi, de mon son intérieur. Parce que je crois profondément qu'on a chacun un son qui nous appartient, une voix unique, et que c'est ça qu'il faut faire entendre. Surtout pas le son de quelqu'un d'autre, ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui nous appartient, vraiment propre, ce qui n'est qu'à soi. Et vous voyez d'ailleurs de tout ce qu'on évoque depuis le début de cet entretien, c'est... en fait, je m'aperçois, les contes, la mer de mon enfance, la lumière, tout ça a nourri évidemment un terreau qui est très intime. Et moi, je travaille sur l'intime, c'est ça qui m'intéresse. Donc, il y a un lien évident, en tout cas, entre tout ça et mon travail. Et puis, et parfois, il m'est arrivé en tout cas, sur certains livres, parfois, avant d'attaquer l'écriture le matin, d'écouter 2-3 chansons que j'adore. Voilà. Ça nourrit quelque chose directement. Ça va convoquer des émotions en moi. Voilà. Pour poursuivre sur les formes d'art, mais après je voudrais parler de plein d'autres choses, il y a le cinéma aussi qui est moins important pour moi, qui est moins essentiel que la danse et la musique. Je connais moins bien le cinéma que la danse et la musique, mais évidemment il y a des films que j'ai vus, je pense par exemple au cinéma d'Ingmar Bergman qui compte énormément pour moi, qui me bouleverse. Avant tout, ce sont les silences dans son œuvre qui me bouleversent. Tout ce qui n'est pas exprimé et qui est si magnifiquement justement exprimé. Ça fait un lien direct avec mon travail. Moi, j'essaye beaucoup de travailler sur justement les non-dits, sur ce qui ne peut pas se dire, sur ce qui reste innommé, innommable, sur les sentiments qui ne peuvent pas se dire, sur la honte qui ne peut pas se dire, sur l'amour qui ne peut pas se dire. Souvent, c'est finalement peut-être la chose la plus dure, la plus difficile à dire. Je me demande si c'est pas l'amour. On entend et on sent cette mosaïque d'émotions, de sensations qui sont en vous, à la fois dans votre imaginaire, mais dans votre corps, dans vos livres. Vous inventez des personnages, vous inventez un monde, des mondes. Comment cet imaginaire, ces sensations, émotions viennent nourrir vos personnages ? Et ces mondes-là, en fait, alors déjà, je pense jamais en termes de personnages finalement, puisque moi dans mon travail, il y a une partie fiction, une partie autobiographique, et même si pour moi la frontière est très poreuse entre les deux, mais même dans mes livres qui ont été des livres de fiction, je ne pense pas en termes de personnages. Le mot personnage me paraît très extérieur par rapport à ma manière de travailler. En fait, c'est toujours, je pars de quelque chose que j'ai ressenti, sans pouvoir mettre de mots dessus. Je me dis pas que c'est le sentiment, par exemple, de la honte ou le sentiment de l'amour, etc. C'est une nébuleuse, c'est quelque chose, voilà, et que j'essaye d'explorer vraiment mot après mot, phrase après phrase. Je pars pas d'une idée de personnage, d'une vision de personnage. En fait,
dans mon travail d'écriture, ce qui me passionne, c'est justement de ne pas du tout savoir où je vais. Je pars toujours d'un livre sans savoir du tout où il va me mener. Je n'ai aucune idée du livre que ça va être. En fait, j'avance vraiment phrase après phrase. Et chaque phrase me permet justement de la manière dont elle sonne, dans sa rythmique, me permet d'écrire la phrase d'après, qui me permet d'écrire la phrase d'après, etc. Et j'avance comme ça, très à tâtons, de manière très opaque pendant très longtemps. Et je mets beaucoup de temps à comprendre ce sur quoi je suis en train d'écrire. Et donc j'avance vraiment à l'oreille, en fait. C'est pour ça que, vous voyez, on parlait de la danse, on parlait de la musique. La question du rythme, la question de la pulsation, en fait, est essentielle pour moi en écriture. En fait, c'est vraiment mon premier repère. C'est la seule chose qui me permet, comme si j'étais, vous voyez, on fait une analogie, on est en pleine expédition, dans une forêt, et le seul repère qu'on aurait, qui vous permettrait d'avancer dans cette forêt qu'on ne connaît pas, pas après pas, ça peut être, je ne sais pas, si vous avez une boussole ou si je ne sais pas, mais pour moi, ma boussole, c'est le son, c'est le rythme, c'est la pulsation. Donc, c'est comme ça que j'avance dans mes textes. Donc, en fait, ces émotions, pour essayer de répondre à votre question, toutes ces émotions, effectivement, que j'ai ressenties, que je ressens quand j'écoute de la musique, quand je vois un spectacle de danse, quand je vois un film qui me bouleverse, en fait, elles se transcrivent en moi. C'est intéressant, je m'étais jamais dit ça, mais ça me paraît évident maintenant que je vous le dis. Elles se transcrivent directement en rythme. Elles se transcrivent pas en mots. Elles deviennent instantanément des pulsations. Et d'ailleurs, j'ai énormément de mal. Je suis incapable, quand je sors d'un film, même que j'ai aimé, de parler du film. Je ne sais pas parler du film. Je sais mal parler des livres aussi. Même les livres que j'ai énormément aimés, parce que je ne sais pas le transcrire en mots. En fait, c'est ça. C'est que ça devient en moi. Ça a une manière de battre, une manière intime en moi. Et c'est ça, au fond, que j'en garde. Et dans mon travail d'écriture, j'avance à la pulsation. J'avance au rythme. Voilà. Et c'est lui qui vous mène. Et c'est lui qui me mène. C'est lui qui me dit si je suis juste ou pas juste. Lorsque, à l'oreille, le rythme, il y a quelque chose qui froisse l'oreille. J'entends, je ne sais pas quoi. Je sais qu'il faut que je retravaille, qu'il faut que j'aiguise le sens, que j'aiguise le vocabulaire, que j'aiguise la phrase, que peut-être ça va passer par, je ne sais pas, très concrètement, changer un temps grammatical, passer au présent, enlever un adverbe, passer d'un article indéfini à un article défini, ces choses très concrètes, très artisanales. C'est ça qui vont aiguiser le son de la phrase et qui, au final, vont faire que le sens est là. Beaucoup plus là que la manière dont il était avant. C'est très mystérieux, ça paraît très... C'est très mystérieux, mais en fait, moi, ça me fascine. De livre en livre, je fais à chaque fois cette expérience. Un livre, on travaille pendant des mois, et puis à un moment, le livre est là. Et en fait, le livre est là, ça veut dire le son est là. Le son est là. Et quelle sensation en vous signifie ou vous dit ce son-là est là? Je le sais, je l'entends. Tout à coup, j'entends quelque chose. C'est pas brouillé. Vous voyez, comme quand vous cherchez la radio, ces anciens postes de radio que j'adorais, et vous bougez le truc là, le bouton, et c'est brouillé, et à un moment, et tape, il est juste au millimètre là, c'est parfaitement clair. Mais c'est ça. Mais ça, cette expérience-là, vous la faites vous-même en tant que lectrice. Moi, je la fais en tant que lectrice. Il y a des livres, on lit dès les 2 premières phrases, le son est tellement là. Il vous attrape, et c'est ce son-là qui vous attrape, qui vous bouleverse, qui vous... Évidemment, on n'a pas parlé de littérature, mais vous imaginez bien que les livres, que la littérature, évidemment, a directement, pour le coup, nourri mon travail. Donc, par exemple, pardon si je pars un peu dans tous les sens, mais là, c'est pas possible de pas en parler. Je parlais de la mer au tout début de l'entretien, mais les textes de Camus, je pense au texte Noces, par exemple, que j'ai lu, je pense, 28 fois ou peut-être 40 fois.
et cette limpidité dont j'essaie de parler, cette simplicité, c'est quelque chose de radieux. Je me souviens très bien dans ce texte, il parle de la façon dont on peut regarder quand on est jeune, la mort dans les yeux, face à face. Voilà, cette force-là, moi, ça m'a, depuis que j'ai 15 ans, ça me bouleverse, et c'est là dans mon travail, c'est évident. On parlait du son, me vient tout à coup parce que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, le Carnet d'or de Doris Lessing, j'ai dû le lire il y a 7-8 ans. C'est un texte qui c'est un des peut-être 10 textes qui m'ont plus bouleversé. Et je me rappelle très bien que quand j'ai pris ce livre, que j'ai commencé à le lire, au bout d'une page, je savais que c'était une des plus fortes rencontres littéraires de ma vie. Un texte sur la liberté, justement, la création, la féminité, l'identité, voilà. Je pourrais parler aussi d'Agatha Christophe, la trilogie, Le Grand Cahier, Le Mensonge, le troisième mensonge, La Preuve. Bon, je crois qu'ils ne sont pas dans l'ordre, mais pareil, j'ai lu les 2 premières phrases d'Agatha Christophe. Oh, tout à coup, il y a quelque chose qui vous saute dans le corps, quoi. Vraiment, on est happé, on est emporté dans un son, justement, dans un son qui n'est pas le vôtre, mais qui a tellement de puissance que vous le recevez complètement, vous vibrez vous-même. La lectrice que je suis vibre de ce son-là. Je vais sauter du coq à l'âne, si vous me permettez, parce que je pense en parlant de ça, ça a l'impression de rien à voir, mais je sais qu'il y a des récits qui m'ont énormément nourri. Ce sont les récits oraux de ma grand-mère italienne. C'est en parlant de Camus que tout à coup j'ai refait le lien. Donc mes grands-parents étaient italiens, immigrés, arrivés en France dans les années 30. Et je les adorais, j'ai beaucoup de souvenirs encore d'eux. Et ma grand-mère italienne avait une manière très italienne de raconter, de parler de son enfance, de convoquer justement des images de sa vie d'avant, qui était une vie pas très facile du tout. Il vivait dans le Piémont, c'était une famille qui n'avait pas beaucoup de moyens, etc. Et la manière dont elle parlait, je me souviens, je la revois parler, par exemple, elle parlait de ce moment où avec sa sœur, elles allaient à 18h, comme tous les Italiennes, faire la passeggiata, vous savez, se promener. Donc elle se tenait par le bras, et à chaque fois, ma grand-mère mimait. C'est la manière dont elle se déambulait avec sa sœur, et elle disait tu sais ma chérie, ma sœur et moi on était les 2 plus belles filles de Turin. Donc cette manière qu'elle avait de raconter avec tellement de fierté et de bonheur, en fait, de parler de cette jeunesse. Et moi, ça, évidemment, c'était assez abstrait pour moi, petite fille, de l'entendre, mais ça nourrissait. Vous voyez que quand les choses sont abcées, ça nourrissait des fantasmes, des visions. J'imaginais ma grand-mère que je voyais très 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 belle, avec sa sœur à son bras, et je les voyais. Vous voyez, on parlait de la danse, avancer là comme ça très lentement, de manière très souveraine, et en fait, ça créait des images en moi. Ça a créé des images. Et justement, parce que j'évoluais, moi, dans cet univers très corseté, comme je vous disais, qui ne laissait pas beaucoup la place aux images, ces images-là, ces récits de ma grand-mère, pareil, elle m'a raconté je ne sais combien de fois la rencontre avec mon grand-père, totalement surréaliste, la manière qu'elle avait de me la raconter. C'est pareil, ça crée chez moi une sorte de fascination intérieure, et je me faisais tout mon cinéma intérieur, en fait. Et ça, vous voyez, ça a déclenché aussi un mouvement pour la narration, je suis sûre. Je suis sûre que ça a beaucoup compté, ça a beaucoup joué. Elle a permis, ma grand-mère, en me racontant tout ça, et à la manière qu'elle avait de me les raconter, très libre, très joyeuse, totalement subjective, évidemment. On a tous, quand on raconte, mais alors elle, éminemment subjective. ça a créé le début d'un flow, quoi, voilà, intérieur. Donc ça, c'est important. C'est important. Et un monde fantasmé. On retrouve beaucoup dans vos livres, évidemment, une confrontation du réel avec ce monde fantasmé, imaginaire. Est-ce que vous mettez une différence justement entre ces fantasmes et cet imaginaire? Comment vous articulez par rapport
Je pense qu'en fait, les fantasmes font partie du réel. Justement, c'est cette question, qu'est-ce que c'est le réel ? Ça, c'est quelque chose qui m'obsède pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire le réel ? Les rêves font partie du réel, les fantasmes font partie du réel. On se raconte tous une histoire. Voilà. Quand vous aimez quelqu'un, vous racontez une histoire, vous réinventez quelque chose. Et quand on vit, on passe son temps à se raconter une histoire. Et c'est parfois d'ailleurs très troublant de voir que l'autre qui est censé avoir vécu la même chose que vous, s'est raconté une toute autre histoire, pas seulement en amour, hein, toutes les expériences, je pense, de vie, pratiquement. Du coup, effectivement, il y a souvent eu dans mes textes, par exemple, des rêves, parfois, dans certains de mes textes, comme Une vie à soi, j'ai beaucoup, qui était à partir de ce que ma rencontre fantasmée, pour le coup, avec la photographe Diane Arbus avait créé en moi. Mais vous voyez, cette rencontre était fantasmée, puisque Diane Arbus, photographe américaine, est morte en 1973. Moi, je l'ai découverte et rencontrée, comme j'aime à dire, lors d'une exposition en 2011 au musée du Jeu de Paume. Et cette femme a été comme ma sœur jumelle pendant des années. Elle m'a habitée. C'était une période pas très simple pour moi dans ma vie. Et j'ai le sentiment que je pouvais lui tenir la main et qu'elle m'avait attrapé la main et qu'elle m'aidait à vivre. Et c'était réel. C'était réel. Et pourtant, évidemment, c'était une rencontre intérieure, mais je raconte aussi, dans mon dernier livre, par exemple, je parle pendant la traversée que j'ai vécue pendant que mon fils était à l'hôpital. Il était soigné pour une leucémie, et évidemment, c'était une traversée dans l'inconnu, jour après jour, même parfois instant après instant. Et je parle de Philippe Forest, qui a perdu une fille d'un cancer, et j'avais le sentiment que nous parlions, lui et moi, tout le temps de cette traversée, qu'il était là. Parce que lui, à un moment, avait été dans cette traversée innommable, et moi, je le sentais terriblement présent, même si à aucun moment j'ai écrit ou appelé Philippe Forest pendant ces 158 jours, mais il était là. Donc, voilà, voyez, les fantasmes, les choses qui, en vrai, n'existent pas, comme disent les enfants, et en vrai, intérieurement, existent parfois terriblement, plus fortement. Il me semble que ce qui est visible, en fait, le monde de l'invisible, aussi le monde des morts, par exemple. Moi, je parle beaucoup aux très proches que j'ai perdus, voilà, qui sont toujours là en moi. Je les convoque. Ça aussi, ça traverse mes livres. La frontière entre les morts et les vivants est très poreuse. Je crois que le dialogue peut se poursuivre d'une certaine manière. Et je puise de la force dans les gens très chers que j'ai perdus. J'ai perdu des amis très chers. J'ai perdu ma mère il y a très longtemps. Et il y a quelque chose qui n'est pas coupé. Il y a quelque chose qui se poursuit et qui est très difficilement traduisible en mots. Mais justement, c'est passionnant, ça, dans le travail d'écriture, d'essayer de trouver une manière de faire entendre ça. Voilà. Il y a aussi peut-être quelque chose dont j'avais envie de parler, c'est les silences, en fait. C'est les silences. Le silence nourrit énormément mon travail depuis toujours. Je pense que le silence est au cœur de ce qui a déclenché pour moi la nécessité d'écrire. Ça, c'est vraiment le cœur du cœur, c'est le silence. C'est le silence qui régnait chez moi. Il y avait, oui, sentiment d'être immergé vraiment dans une nappe de silence. Et évidemment, c'est ça qui a fait que j'ai eu tellement besoin d'écrire. Merci beaucoup, Laurence. Merci. Merci. Victoire Bunel, vous venez d'entendre Laurence Tardieu. Comment ces mots résonnent pour vous ? Ça résonne
plein de niveaux, en fait. Déjà, les silences. J'aime la manière dont elle parle de ces silences, de l'importance de ces silences. Ça résonne beaucoup en moi. Ça me questionne beaucoup dans la vie de tous les jours. Le poids des silences, leur signification, ce qu'ils peuvent dire. Que c'est pas forcément... Le silence le silence n'est pas néant. Il se passe tellement de choses et ça me bouleverse. Ça rejoint un peu ce qu'elle disait aussi dans le fait de ne pas pouvoir mettre des mots sur tout ce qu'on ressent, sur tout ce qu'on vit, enfin, tout ce qu'on pense, et la beauté des silences. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait partie de moi très fort. Et j'ai une nouvelle fois peut-être un peu du mal à mettre des mots dessus, mais j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup touchée, la manière dont elle parlait de ça. Il y a aussi une certaine fascination. Je suis fascinée par les gens qui créent, qui partent de rien. Parce que moi, j'ai la sensation dans ma vie et dans mon métier de pouvoir créer des choses, mais avec une certaine matière déjà au départ. Et je suis toujours absolument subjuguée par ces gens qui arrivent à retranscrire, peu importe que ce soit avec des mots, de la musique, des mouvements, qui arrivent à faire émerger ça d'eux, à traduire des émotions avec les moyens qu'on a. Donc là les mots en l'occurrence, mais ça me touche énormément et ça me fascine. Vraiment, je ne peux être qu'admirative après notre entretien encore une fois, de cette manière de pouvoir exprimer les choses et de mettre des mots, et en même temps, tout en disant que les mots, justement, ne sont pas... Enfin, ne peuvent pas tout dire. Et je suis tellement d'accord avec ça. Et ça aussi, ça résonne beaucoup. Je suis assez touchée par ce discours. Ça me donne envie même de la réécouter, de la lire, bien sûr. Merci. Elle a commencé son interview en parlant des paysages de son enfance et à quel point ça avait que ça faisait écho avec sa créativité et son rapport à l'écriture. Et je pense que je vis ça très fort aussi, cette espèce de connexion et de résonance avec les choses qui nous entourent. Encore une fois, en silence. Enfin, en silence. Non, c'est jamais si silencieux. Mais sans mots. Et... Je sais pas, ça me fait penser à... Comment dire, quand on part en voyage, qu'on se retrouve dans un endroit qu'on ne connaît pas, et où tout d'un coup on ne sait pas pourquoi exactement, justement ce lieu a un impact sur nous qu'on ne sait pas expliquer, comme on dit j'ai visité tel endroit, c'était chez moi, quoi. Je me suis sentie chez moi. C'est la manière dont elle parlait, tout ça, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait écho à, c'est ça, des endroits, des voyages, des
Des moments où on arrive et alors que c'est la première fois qu'on met les pieds ici, que ce soit dans une forêt, dans une ville, et où tout d'un coup il y a une vibration qui nous réchauffe, qui nous rassure, qui nous parle et qui nous met en confiance. Merci beaucoup, Victoire. Merci.